Prenons la direction de la Russie. La Russie attaquée, panique à Belgorod, évacuation, fermeture d'écoles. La Russie, il y a quelques minutes, les autorités locales à Belgorod encouragent toujours les habitants à évacuer face à l'intensification des bombardements ukrainiens. La ville a de nouveau été la cible de bombardements ukrainiens hier soir. Vous voyez le résultat de ces frappes. Au moins 2 blessés selon le gouverneur de Belgorod. Une opération, et c'est aussi ça qui change également la donne, revendiquée par le ministre ukrainien de la Défense. Regardez les images qui ont été publiées par le ministère de la Défense ukrainien, qui montrent des forces spéciales ukrainiennes, les voici, entrant dans la région de Belgorod. Ils indiquent qu'ils ont miné une route que les Russes utilisaient pour la logistique militaire, et ils ont également attaqué un poste de contrôle militaire russe. Voilà les images, l'opération de communication, les Ukrainiens qui revendiquent le fait d'attaquer la Russie, et ça crée de l'émoi sur place. Moi, personnellement, je suis un peu surprise par cette stratégie ukrainienne qui a déjà du mal à contenir les Russes à l'Est, même dans le Sud, qui attaque la Crimée et qui, maintenant, décide d'attaquer régulièrement le territoire russe. Oui, mais c'est parce que, justement, ils n'ont pas de victoire sur le front. Donc ils essaient de trouver des subterfuges, d'autres moyens d'essayer de déstabiliser l'armée de Vladimir Poutine. Donc encore une fois, c'est pas le genre d'opération qui va leur permettre de gagner la guerre, mais ça leur permet de continuer d'exister face à la Russie qui, elle, sur tout le front, là, qui fait plus de 1000 km, essaie toujours de percer les lignes ukrainiennes. Alors le piège pour les Ukrainiens dans cette affaire aussi, ce sont les victimes civiles dans Belgorod. C'est-à-dire que depuis le début de la guerre, les Ukrainiens, à juste titre, ont suffisamment dénoncé les victimes civiles côté ukrainien. Il ne faudrait pas maintenant qu'il y ait des victimes civiles côté russe, parce que, évidemment, ça enlèverait du panache, si j'ose dire, aux règles et aux grands principes que s'est fixé jusqu'à maintenant l'Ukraine dans les règles de la guerre. Mais attaquer la Russie, c'est évidemment dire qu'elle n'est pas complètement paralysée, même si la fameuse contre-offensive n'a pas fonctionné, et attaquer sur le sol russe, alors que dans 3 mois maintenant, il y a l'élection présidentielle à laquelle tient particulièrement Vladimir Poutine, c'est essayer de faire pression sur l'opinion publique russe. Tant que c'est limité à Belgorod, l'impact, franchement, ne sera très limité. Mais on comprend la logique qui conduit les Ukrainiens à mener ce genre d'opération avec des forces spéciales. En ce moment, ils n'ont pas vraiment le choix d'un point de vue militaire pour l'instant. Magali ? Ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à présent, dans cette région de Belgorod, il y avait des groupes russes qui avaient rejoint les Ukrainiens, donc qui avaient passé la frontière et qui faisaient des incursions justement dans cette région de Belgorod. Et on les avait vus ces derniers mois se filmant quand ils arrivaient justement à obtenir tel poste frontière, à passer tel ou tel poste frontière. Mais tout ça, c'est vrai, était fait, mais sans l'aval officiel du gouvernement ukrainien. Là, ce qui est très nouveau, c'est de voir ces images où, en effet, les forces spéciales se montrent ouvertement passant la frontière. Et c'est vrai qu'en fait, on peut lire comme un avertissement au pouvoir russe en disant nous sommes capables, et ça y est, nous voulons le faire, essayer d'importer le conflit sur le territoire russe. Dans un contexte évidemment de campagne électorale pour Vladimir Poutine, c'est une façon de menacer directement les Russes et donc en effet de faire pression sur l'opinion. Ce qui est dangereux, c'est que les Occidentaux ne sont pas pour cette stratégie. Mais oui, cette fois, parce qu'en plus, là, il y a des civils russes qui sont morts dans ces attaques. Et ça, c'est quand même en effet... non, l'Ukraine est censée se battre de façon différente de la Russie. Si là, réellement, il commence à miner des portions de territoire de l'autre côté de la frontière, côté russe, on voit bien que cette barrière entre civils et objectifs militaires commence à sérieusement se flouter, se mélanger. Donc c'est un risque, et tout ça va être certainement suivi de très près dans les capitales occidentales, parce que à l'heure où il est quand même si compliqué de faire voter les nouveaux crédits
pour l'Ukraine. Réellement, si ces attaques à Belgorod prennent de l'ampleur, s'il y a de plus en plus de morts civiles, ça va être quand même compliqué ensuite, dans les gouvernements étrangers, d'assumer le fait de continuer à maintenir ce lien de financement avec l'Ukraine. C'est quand même un jeu et un pari assez risqué. Oui, parce que le deal de départ, ce n'est pas on aide l'Ukraine pour qu'elle attaque la Russie, mais pour qu'elle se défende. Absolument. Et qu'elle protège son territoire. Général. Je dirais qu'effectivement, les lignes s'estompent dans la manière de faire la guerre. Et peut-être que le grand discours, et je me permets de le dire, depuis 2 ans, de dire qu'il n'y a que des victimes civiles qui sont touchées par des frappes, s'estompe devant la réalité de la guerre, ou que quand on tape du côté russe, il y a aussi des victimes civiles. Alors, c'est vrai que du côté russe, en Ukraine, il y a eu des volontés de tuer des civils, mais pas uniquement, hein, il y a aussi des cibles militaires qu'on a visées. Et là, on revient à Belgorod, finalement, avec des frappes ukrainiennes. Moi, je persiste en disant quand même qu'il y a eu des dommages collatéraux qui ne sont pas la volonté même des Ukrainiens de tuer des civils. Quand les systèmes solaires russes interceptent des drones ou des missiles, eh bien, on l'a vu d'ailleurs en Ukraine, des débris tombent sur les bâtiments et autres d'une manière indiscriminée. Maintenant, je pense quand même que les Ukrainiens ont visé des cibles militaires. S'il y en a à Belgorod, il doit y en avoir, avant de cibler le civil. Et que le civil n'est plutôt qu'un dommage collatéral. Effectivement, c'est un terme qu'on n'aime pas, mais c'est la réalité de la guerre. Et que petit à petit, on vient justement dans cet effacement des frontières, avec une réalité de la guerre. Alors, je ne suis pas certain que les Occidentaux... mais on en parle par souci aussi d'équilibre et de justice. On en parle de toutes les guerres. Israël est sermonné, attaqué par le monde entier pour ces victimes, entre guillemets, collatérales, qui sont des victimes, et peu importe. Et donc là, pareil, on a la même exigence envers l'Ukraine, qui est censée être un État démocratique qui se bat contre une Russie dirigée par un autocrate et qui n'a pas les mêmes méthodes. Vous voyez ? Vous avez raison. Mais hormis le système politique, il y a la réalité de la guerre. Et la réalité de la guerre, si les frappes militaires étaient aussi précises qu'on le souhaiterait, ça se verrait. La réalité militaire fait que on oublie, et ça c'est je dirais la vision occidentale, que quand il y a une guerre, il y a des opérations militaires, et que quand il y a des opérations militaires, elles priment sur le reste. Et là, effectivement, nous, notre vision occidentale, c'est qu'on fait l'effort d'attention sur les pertes civiles. Finalement, c'est un changement de paradigme. Nous sommes éduqués comme ça, nous faisons comme cela, nous avons du droit auquel nous nous référons, en disant on va épargner les civils, quitte d'ailleurs à supprimer une opération militaire si elle devait faire des pertes sur les civils. Mais il y a une autre réalité qui apparaît dans des guerres longues, c'est peut-être la différence entre des guerres courtes et des guerres longues. Autant dans une guerre courte, on peut arriver à s'en sortir à peu près, mais dans une guerre longue qui dure maintenant depuis 2 ans, on voit justement ces lignes qui s'effacent, et puis la réalité qui apparaît vraiment, au bout de 2 ans de guerre, on voit bien que oui, les pertes civiles, elles existent. C'est le corollaire des frappes militaires, mais que c'est les opérations militaires qui priment sur tout ce qui est protection du civil, même si on fait attention. Mais il y en aura. Mais le problème qu'on devra se poser d'ailleurs après la guerre, c'est ce lien entre communication stratégique, finalement s'appuyant sur les pertes civiles, et opérations militaires. Et c'est ce qu'on vient de voir. Finalement, on nous montre quelque chose qui est finalement pas grand-chose pour essayer de construire un discours auquel on va adhérer pour occuper le terrain médiatique. Et c'est ça un petit peu ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est le poids de la communication dans la guerre, avec tous les mots qu'on peut utiliser derrière. Mais général, d'un point de vue militaire, est-ce que, stratégique, est-ce que Kiev a raison de se disperser avec ses attaques sur la Russie alors qu'elle a déjà le front Est, le front Sud, des attaques massives sur sa capitale, puisque Poutine a intensifié les bombardements cette semaine? Le problème, c'est qu'il y a des choses qu'on ne veut peut-être pas montrer à Kiev et qu'il est plus facile de montrer sur le terrain en Russie. Parce que je pense quand même que tous les missiles Kinjal et autres missiles qui ont frappé Kiev et la région ont quand même atteint certaines cibles militaires, et surtout on ne veut pas en parler. En revanche, montrer dans le même temps que des forces spéciales qui ne sont pas arrivées du jour au lendemain, ne sont pas arrivées d'hier à aujourd'hui, c'est déjà en infiltration, ont pu entrer en Russie, poser des mines, attaquer un poste, et qu'on en fait des images. On filme rarement les forces spéciales, comme le savoir. Oui. Là, on les met en images mondiales qui vont effacer finalement les frappes qui ont eu lieu. On est dans ce jeu de la communication, une image remplaçant l'autre, parce que ce n'est pas les 10-15 hommes qu'on a vus là qui vont changer le sens de la guerre. Et vous avez raison, une source de dispersion. Mais là, on revient sur la bataille de l'image, la bataille de l'information, cette guerre de l'information qui est extrêmement prenante, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie la guerre en Ukraine, malgré tout ce qui a pu se passer.